Bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue à cette troisième journée d'échange régional de cette JER qui a pris un visage particulier puisqu'elle a été transformée en webinaire pour lesquels vous avez pu vous inscrire. Donc, je suis Cathy Jaroux, la directrice de l'IREPS Occitanie. Je tenais à remercier tout d'abord l'ARS qui finance tout le programme DRAPS de l'IREPS, à l'ensemble de l'équipe, bien évidemment, du DRAPS, qui a beaucoup œuvré pour organiser toutes ces visioconférences, à tous les intervenants qui sont présents là aujourd'hui et qui seront présents sur les autres webinaires, à tous ceux que vous êtes pour cette participation. Nous sommes d'ailleurs actuellement 90 inscrits, enfin participants connectés. On devrait attendre beaucoup d'autres participants puisque 250 personnes se sont inscrites sur l'ensemble des départements et de manière très proportionnée. Quelques consignes quand même pour vous rappeler le fonctionnement de ces webinaires. On vous rappelle que même si vous connaissiez maintenant certainement très bien ce fonctionnement, qu'il est important que vous puissiez désactiver votre micro pour que ça évite un peu les parasites avec les interventions de nos participants, de pouvoir désactiver effectivement également votre vidéo pour faciliter le flux du débit Internet. Toutefois, si vous connaissez quelques problèmes de son, n'hésitez pas à quitter la réunion et à revenir pour qu'on puisse vous faire entrer dans la salle d'attente, ce qui devrait permettre de régler vos problèmes de son. Donc, un petit mot introductif pour présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Madame le docteur Allier, qui est médecin de santé publique à l'ARS Occitanie, qui est en charge également avec Marie Donius, qui est notre coordinatrice du DRAPS, d'organiser cette JER. Madame Allier donc, débutera ce webinaire par une intervention de 20 minutes, reprenant tout le contexte, les politiques publiques liées à cette santé environnementale et périnatalité et les concepts de cette même thématique. Puis, M. Nocard prendra la parole pour 20 minutes également. Il est gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Tarbes et il poursuivra en nous présentant les différentes études des impacts environnementaux sur le fœtus et le jeune enfant. Enfin, nous n'avons pas eu la possibilité de recevoir Mme Filiosa, vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours, qui n'a pu être présente avec nous. Toutefois, elle a enregistré son intervention et vous pourrez la visionner après celle de M. Nocard. Donc, moi, je suis là pour modérer le temps des intervenants et puis pour relayer vos questions auprès d'eux. Donc, vous voyez qu'en bas de votre écran, vous avez la possibilité, avec le petit picto de la bulle, de pouvoir discuter en direct avec nous, de poser vos questions. Vos questions vont se rajouter aux questions qui ont déjà été recensées auprès des professionnels de la périnatalité il y a quelques semaines. Et donc, en fonction des questions que vous allez pouvoir poser, on interpellera nos intervenants. Donc, si je n'ai rien oublié, je pense que je vais pouvoir laisser la parole à Madame le docteur Allier pour sa présentation, le temps qu'elle puisse nous partager son écran. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc, écoutez, pour commencer, je voudrais quand même remercier l'IREPS, tous nos collègues de l'IREPS et du DRAPS pour l'organisation de cette journée qui prend une forme un petit peu particulière, il faut bien le reconnaître, avec le contexte épidémique qui nous empêche de nous retrouver en personne. Et je tiens à saluer le travail qu'ils ont pu effectuer pour rendre cette journée possible, même si ce sera aux formes de différentes sessions au fil du temps. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des intervenants qui vont participer à ces sessions pour apporter leur expertise, mais aussi leurs expériences afin de faire avancer dans notre région cet enjeu de la santé environnementale et de son lien avec la périnatalité. Donc, l'objectif de cette première table ronde étant de fixer les contours de ce dont on parle, j'ai essayé effectivement de parler un petit peu du contexte dans lequel ces problématiques ont pu prendre de plus en plus d'importance à la fois dans notre espace public, dans nos préoccupations et dans nos actions, dans notre façon d'agir. Et puis peut-être de présenter un certain nombre de concepts de définition qui pourront aider à avancer sur cette question. Et enfin, voir un petit peu quel est
le cadre institutionnel, le cadre politique dans lequel on peut dès maintenant faire avancer les actions et les projeter dans le futur. Donc, en premier lieu, les enjeux environnementaux, il est important de souligner à quel point les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants dans notre société. Au fil du temps, on voit qu'il y a eu une prise de conscience collective de l'impact de l'environnement sur notre santé. Alors certes, il y a eu des événements marquants comme le scandale de l'amiante, comme les effets, les pollutions liées aux pesticides, qui ont contribué à ce que la société prenne conscience des risques que font peser sur notre santé les expositions aux polluants. Il y a aussi le changement climatique qui met en évidence des changements importants dans notre environnement et qui, du coup, augmentent nos préoccupations. Mais aujourd'hui, au-delà de ces éléments marquants qui ont agité la société, beaucoup de nos concitoyens sont préoccupés dans leur vie quotidienne des polluants présents dans l'environnement et des effets qu'ils peuvent avoir sur la santé, que ce soit les effets de la pollution atmosphérique, par exemple, ou les substances chimiques qui peuvent se trouver dans les aliments, qui peuvent contaminer les aliments. Pour indiquer un petit peu cette préoccupation, je ferai référence au baromètre santé-environnement qui a été réalisé en 2018 en Occitanie, dans le cadre du PRS, du plan régional santé-environnement, du 3e plan régional santé-environnement, qui montrait qu'une part importante des personnes interrogées, près de 56%, considéraient comme inquiétante ou très inquiétante la question des perturbateurs endocriniens. Ce sujet préoccupait d'autant plus les personnes qui étaient âgées de plus de 35 ans, si elles avaient un enfant de moins de 16 ans, ou si elles avaient un enfant de moins de 16 ans. Par ailleurs, sur une autre question, mais qui est liée, le contrôle des émissions de pesticides était considéré comme la première action capable d'améliorer la qualité de l'air extérieur pour près de 85% des personnes interrogées. Et on retrouve cette même préoccupation dans le choix de consommation et d'utilisation des produits non alimentaires à domicile, pour lesquels 50 à 60% des personnes interrogées indiquent être attentives à leur composition et à leur précaution d'usage de façon régulière. Donc, ça, c'est le premier point, c'est la prise de conscience par nos concitoyens, nous-mêmes, de ces préoccupations environnementales. Par ailleurs, même s'il reste beaucoup à apprendre, les connaissances sur les effets de l'environnement sur la santé ont énormément progressé. De nombreuses études ont été effectuées, des études de biosurveillance engagées depuis plusieurs années, notamment l'enquête Esteban, qui est lancée depuis 2014 par Santé publique France, et dont l'objectif est d'écrire et de suivre les niveaux d'exposition de 1000 enfants âgés de 6 à 7 ans et de 4000 enfants résidant en France métropolitaine pour une centaine de substances, y compris certains agents cancérogènes ou potentiellement cancérigènes et des pesticides. Donc cette prise de conscience, ce développement des connaissances a mis en évidence la nécessité d'agir. Cette nécessité d'agir au niveau citoyen, individuel, citoyen, collectif, associatif, mais aussi au niveau des acteurs politiques. La pression mise sur les acteurs politiques a poussé à la mise en œuvre de politiques et d'engagements politiques, ainsi que les acteurs économiques. La question des perturbateurs endocriniens, par exemple, devient de plus en plus pressante pour faire modifier un certain nombre de comportements. Et donc, ces enjeux environnementaux sont de plus en plus intégrés dans nos politiques de santé. Alors, peut-être parlons un petit peu de ce qu'est la santé environnementale. C'est un concept qui n'est pas forcément toujours bien connu. Déjà, la définition de la santé, si on reprend la définition initiale de l'OMS, telle que définie en 1946, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas simplement à une absence de maladie ou d'infirmité.
Si cette approche globale a le mérite d'intégrer des composantes sociales et psychologiques de la santé, mais il est quand même difficile de définir les caractéristiques objectives d'un état de bien-être. Donc, de façon plus pragmatique, on reconnaît que la santé est influencée par de nombreux déterminants qui sont interdépendants, des facteurs individuels, génétiques, liés à l'hérédité, des facteurs biologiques, avec le vieillissement, des facteurs socio-économiques, les activités professionnelles, le type de logement, le niveau des revenus, et des facteurs culturels. Des facteurs environnementaux, qui sont à la fois chimiques, physiques et biologiques, et sur lesquels on partira plus longtemps, des facteurs comportementaux, l'accessibilité et la disponibilité des services de santé. Donc, la combinaison de ces différents déterminants va faire que chacun d'entre nous auront une exposition différente à l'ensemble de cet environnement. L'environnement, si on le rapporte à la santé, la notion d'environnement peut varier selon les interlocuteurs et les points de vue. D'un strict point de vue médical, les facteurs environnementaux à l'origine des maladies sont tous ceux qui ne sont pas particulièrement génétiques. Mais on sait aussi que le patrimoine génétique est aussi affecté sur le long terme par les conditions environnementales passées du fait de la sélection naturelle, des mutations ou plus globalement du processus d'évolution. De façon généralement admise pour la santé environnementale, la notion d'environnement renvoie à nos milieux de vie domestiques, naturels ou professionnels, et l'approche courante écarte de la catégorie environnementale ce qui relève de l'exposition volontaire et du comportement, comme le tabagisme actif, la consommation d'alcool ou les comportements alimentaires. Donc, pour en revenir à la définition de l'OMS, c'est la suivante, celle qui est inscrite là sur cette présentation. La santé environnementale recouvre les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. Elle concerne également, et ça c'est un point important, la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. L'exposome. Alors, c'est une notion importante en santé environnementale. C'est un terme qui d'ailleurs fait aujourd'hui partie de la loi française, puisque le terme a été intégré dans l'article 1er de la loi de santé publique en 2015. Qui permet donc de prendre en compte les risques et l'impact de l'environnement sur le développement de diverses maladies, que ce soit les cancers, les maladies respiratoires ou les allergies alimentaires, par exemple. Donc, la santé humaine dépend de deux grandes composantes qui sont reliées l'une à l'autre. Le génome, que vous voyez ici au cœur de cette diapositive, et qui est lié au caractère génétique de l'individu, son environnement interne, et l'exposome, l'environnement dans lequel il vit et il a vécu. Cet exposome représente donc l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine tout au long de la vie. Il comprend des expositions physiques extérieures, le contexte psychologique et social, et les régulations du milieu intérieur. En réalité, donc, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des facteurs de risque d'origine non génétique. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'étude de l'exposome implique une analyse intégrée des différents stress en tenant compte de ces effets à long terme et potentiellement multigénérationnels. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en santé publique, ça a un certain nombre d'impacts. Ça permet d'avoir une approche plus précise de la prévention, y compris au niveau individuel. Ça a eu aussi une action en modifiant les principes de la réglementation qui est actuellement fondée sur une sectorisation par source ou par facteur de stress,
et donc en étendant ces principes. Ça permet surtout le développement de recherches multidisciplinaires, puisqu'on voit bien que différents types de facteurs de milieu sont à cause, et ça transforme ainsi les approches pédagogiques qui peuvent être avancées. Alors, on a parlé jusqu'à présent de santé-environnement, on va parler maintenant de périnatalité et insister sur l'importance des 1000 premiers jours de la vie, qui s'écoule entre qui est la fenêtre de temps qui s'écoule entre la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Et l'originalité de ce concept est d'inclure le temps de la grossesse dans ces 1000 jours qui joue un rôle important pour la santé de l'individu en devenir. Alors, ce concept des 1000 jours a tout d'abord été développé par l'UNICEF, hein, pour démontrer et agir sur les facteurs nutritionnels, sur l'importance de la nutrition dans le développement ultérieur de l'enfant et de l'individu en devenir. Cette période des 1000 jours, elle se caractérise par un rythme de croissance sans équivalent à l'échelle d'une vie. Et ce développement très important s'accompagne d'une période de grande vulnérabilité pour l'enfant, durant lequel les événements extérieurs les influences extérieures peuvent avoir un effet durable. Il représente donc une fenêtre d'exposition particulière à de nombreux facteurs de risque, mais aussi une fenêtre d'opportunité pour agir et favoriser un meilleur développement de l'enfant et de l'adulte à venir. De nombreuses études ont montré que une partie considérable de notre développement était en jeu durant ces 1000 premiers jours de la vie. Alors, je voudrais parler rapidement de ce concept des origines développementales de la santé et des maladies, qu'on appelle le DOA du fait de son acronyme anglais, Developmental Origins of Health and Disease. Le concept remonte aux années 80 où il a été démontré que le risque de décès, par un premier chercheur, par maladie coronarière à l'âge adulte, était corrélé au poids du sujet à sa naissance, plus qu'à tous les autres facteurs de risque comportementaux de l'âge adulte. Donc, c'était la première fois qu'on voyait un lien entre une adversité dès les premières phases de la vie et un cercle de propagation d'un risque jusqu'à l'âge adulte et, comme on le sait maintenant, aussi sur les générations suivantes. Depuis, d'autres recherches ont confirmé ce concept de la programmation au cours du développement du risque de maladies chroniques vers l'âge adulte. Cette évolution, ce concept, a été confirmé par de nouvelles études biologiques chez l'homme et chez des modèles expérimentaux chez l'animal qui nous a apporté encore des preuves sur lesquelles les facteurs environnementaux tels que ce que nous respirons, mangeons, buvons, notre activité physique, peuvent avoir un impact sur notre santé et peuvent se répercuter aussi sur celle de nos futurs enfants ou petits-enfants. L'autre notion qui est importante, c'est celle d'épigénétique, qui consiste à la modification de l'activité de l'expression des gènes. Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique, elle, s'intéresse à toutes ces informations supplémentaires qui vont définir comment ces gènes vont être utilisés, vont s'exprimer, vont être utilisés par une cellule ou pas l'autre. Et donc, l'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes, qui n'impliquent pas des modifications de la séquence d'ADN et qui peuvent être réversibles. Et les recherches à l'épigénétique ont montré qu'il y avait une forte influence des expériences précoces, on en parlait tout à l'heure, pendant cette période périnatale, toxique, malnutrition, perturbateurs endocriniens, sur l'expression des gènes. Alors, je vais parler
on a parlé du cadre général de la santé environnementale, mais je vais parler un petit peu plus des perturbateurs endocriniens, puisque c'est quand même une préoccupation majeure sur ces thèmes de sujets périnatalité et santé environnementale. Alors, la définition la plus communément admise des perturbateurs endocriniens est celle d'une substance ou d'un mélange exogène qui altère les fonctions du système endocrinien en induisant des effets nocifs sur la santé de l'organisme, de ses descendants ou de ses sous-populations. Le système endocrinien, c'est un système qui regroupe les organes qui sécrètent des hormones, thyroïde, ovaires, testicules, hypophyse. C'est le principal lien de communication et de contrôle entre le système nerveux et les fonctions corporelles telles que la reproduction, l'immunité, le métabolisme, le comportement. Et il est basé sur des messagers chimiques, qui sont les hormones, qui sont sécrétées dans le sang et peuvent atteindre toutes les parties du corps. Or, certaines substances chimiques présentes dans notre environnement peuvent agir sur le système endocrinien de plusieurs façons, soit en imitant l'activité biologique d'une hormone, en se liant à un récepteur cellulaire, entraînant une réponse qui ne va pas être la bonne. Elles peuvent aussi se lier au récepteur mais ne pas l'activer. Et enfin, elles peuvent interférer ou bloquer la fabrication des hormones et des récepteurs, par exemple en modifiant leur métabolisme. Du coup, au niveau de l'organisme, un certain nombre de conséquences peuvent apparaître, que ce soit une altération des fonctions de reproduction, avec des malformations des organes reproducteurs, développement de tumeurs au niveau des tissus producteurs ou cibles des hormones, des perturbations du fonctionnement de certains organes comme la thyroïde, du développement du système nerveux et du développement cognitif, entre autres effets qui peuvent être observés. Il y a quand même un certain nombre de spécificités qu'il est important de connaître sur ces perturbateurs endocriniens. Classiquement, les effets des substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe dose-dépendance, dose-réponse linéaire, c'est-à-dire plus on augmente la dose, plus l'effet va augmenter. Sur les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas si simple que cela. Il pourrait provoquer à de faibles doses des effets plus importants, voire opposés à ceux observés à forte dose. C'est pour ça qu'on dit que les réponses, que les effets, que les réponses à ces substances suivent des courbes non monotones, c'est-à-dire des courbes en U, avec un effet important à petite dose, et puis un effet qui va baisser et qui va pouvoir réaugmenter éventuellement en d'autres circonstances. Madame Allier, je vous dérange 2 secondes pour vous dire qu'il devrait vous rester une petite minute. Oh, désolée. Voilà. D'accord, très bien. Donc, les autres effets importants, ce sont les effets de latence, c'est-à-dire le temps entre l'exposition, qui peut être pendant la période périnatale, et l'expression de ces effets des pathologies peut être très long. Les effets cocktails avec le mélange de différentes substances et qui sont entre elles, qui peuvent avoir des effets de perturbation endocrinienne, et les effets transgénérationnels dont je parlais tout à l'heure, qui démontrent que ces effets peuvent se développer sur plusieurs années. Donc, je vais passer un petit peu rapidement sur la suite du coup. J'en viens maintenant au cadre dans lequel les actions permettant d'agir sur les effets de l'environnement sur la santé et en périnatalité peuvent être plus importants. Donc, tout d'abord, les plans nationaux santé-environnement qui existent depuis 2004, avec comme objectif d'agir sur notre environnement, mais aussi sur notre santé, de limiter les expositions, d'informer les populations sur leur environnement et sur les liens avec notre santé et des moyens qu'ils peuvent avoir pour agir. Donc, il y a eu 3 plans nationaux. Le dernier plan national est en cours de consultation publique. Les 4 axes sont sur l'information, la formation, qui sont vraiment des axes, l'axe sur lequel on veut que le citoyen veuille s'approprier ces sujets, réduire les expositions environnementales, qui est l'action qui doit mener le pouvoir public, faire que ces actions soient effectuées au plus près des territoires et améliorer la connaissance et les effets sur les effets de l'environnement sur la santé des populations. L'autre cadre important, c'est la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens,
Là aussi, une caractéristique importante, c'est que la France a été un des premiers pays à décider d'avoir ce type de stratégie et qu'elle a établi la première stratégie en 2014 avec des axes sur la recherche, sur la stimulation des substitutions, la stimulation de la recherche pour avoir plus de produits de substitution pour éviter les produits toxiques et des effets de perturbateurs endocriniens, de renforcer l'expertise parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à savoir, de porter ce sujet au niveau européen parce que c'est comme ça qu'on peut changer les réglementations et être efficace, et toujours améliorer l'information du citoyen. Alors cette première stratégie nationale était c'était la première, et elle restait quand même dans des domaines qui étaient assez théoriques et peut-être trop loin du citoyen. Donc là, il a été sur la deuxième stratégie qui a été définie cette année, il a été décidé d'avoir des actions beaucoup plus opérationnelles et proches du terrain et d'avoir des axes et des actions qui soient menées, qui soient beaucoup plus pragmatiques. L'un des axes principaux, c'est celui sur lequel je vais insister, c'est le premier axe qui est de protéger la population et de former et d'informer à la fois les citoyens, mais aussi les professionnels, que ce soit les professionnels de santé, les professionnels de la petite enfance ou l'ensemble des professionnels pour intervenir et avoir une action sur la diminution des perturbateurs endocriniens dans l'environnement. La déclinaison au niveau régional de toutes ces stratégies, elle se fait à travers d'abord les plans régionaux en santé-environnement. Le troisième plan régional santé-environnement est en cours actuellement. Il comprenait 4 axes, dont un axe important qui était renforcer l'appropriation de la santé environnementale par les citoyens. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup d'actions de formation, de sensibilisation du public ont pu être menées, dont je vais parler un petit peu plus loin. Les autres visant à avoir des actions beaucoup plus concrètes dans les différents milieux pour prévenir les expositions aux polluants dans l'environnement. Les actions donc, qui ont pu être menées en Occitanie, d'abord dans le cadre du plan régional santé environnementale, ça a été la formation des professionnels de santé et des professionnels de la petite enfance sur la santé environnementale, sur la qualité d'air intérieur, sur les perturbateurs endocriniens. Une sensibilisation plus large d'autres publics à la santé environnementale qui a permis d'aller vers les citoyens à travers des associations, à travers des collectivités, pour aussi partager ces enjeux et diffuser une information de façon plus large. Et puis, on a eu aussi des actions, ce sont quelques exemples, qui ont visé des établissements plus spécifiques, des établissements de santé, des crèches, pour les aider à changer, à intégrer dans leur fonctionnement des changements qui permettaient de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et ça a pu se faire grâce aux appels à projets qui sont menés chaque année, qui sont lancés dans le cadre du PRSE, et auxquels peuvent répondre un certain nombre d'associations, de groupes, de collectivités qui veulent agir. Aussi à travers le réseau R2SE qui permet d'avoir une plateforme d'information et de ressources disponibles, et à travers les contrats locaux de santé qui permettent d'intervenir avec l'ensemble des intervenants au niveau d'un territoire. Madame Allier, est-ce que je peux vous proposer de revenir sur les perspectives et les actions en Occitanie lors de nos questions-réponses? On tâchera de vous interpeller directement sur les actions pratico-pratiques. Je vous laisse simplement finir pour qu'on puisse donner la parole au prochain intervenant. Oui, bien. Écoutez, j'étais arrivée presque au terme de ma présentation, donc je vous remercie. On pourra parler effectivement des perspectives après, lors de notre discussion, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Madame Allier. Je crois qu'on a beaucoup pu se rendre compte, prendre contact avec tous ces concepts, mais aussi appréhender toutes ces politiques de santé publique qui sont mises en place pour la santé environnement. Je vais tout de suite laisser la place et laisser prendre la main à Monsieur Nocard et qui va pouvoir partager son écran de la même manière. À tout à l'heure. Bonjour à tous. J'ai l'impression que mon fond d'écran s'est mis à l'envers. Est-ce que c'est juste une impression? C'est juste une impression. C'est très déroutant. C'est très déroutant. Bonjour à tous. Je suis le docteur Nicolas Nocard. Je suis gynécologue obstétricien. J'ai fait ma thèse de médecine sur un sujet de santé environnementale qui est sujet aborder la question de la meilleure moyen de pouvoir accompagner les futurs et jeunes parents sur les questions de santé environnementale, avec une expérimentation qui va être en cours à Angoulême.
pendant mes études de médecine, on ne parlait pas de santé environnementale. Je suis très content de voir que ce sujet prend de l'importance et de voir qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées comme ça partout en France. Je remercie toute l'équipe de l'IREPS et surtout le docteur Marie-Pierre Allier qui a soutenu un projet qu'on a déposé avec des confrères pour sensibiliser les maternités d'Occitanie. Alors, on n'est pas encore passé chez vous, on passera, il y a eu du retard avec le Covid, on pourra en parler ensuite dans les questions en fin de session. Donc, je vais vous partager mon écran, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Alors, est-ce que tout le monde, est-ce que c'est bon, la présentation se présente bien? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, un peu d'indulgence, je suis gynécologue obstétricien, je ne suis pas toxicologue, je ne suis pas chimiste, et je vais essayer de vous dérouler un peu l'historique de comment on en est arrivé à la santé environnementale, parler des perturbateurs endocriniens, et je vais vous parler des cohortes qui ont eu lieu et qui sont en cours au niveau national et international. Je vais réduire les vidéos parce que je ne vois pas ma présentation. Alors, une des premières découvertes des perturbateurs endocriniens, c'était dans les années 60, avec une biologiste qui a commencé la biologie sur le tard, c'est Mme Rachel Carson. Elle en a fait un livre qui s'appelle Printemps silencieux, que je vous invite tous à lire, qui est déjà fait partie souvent dans les classements de littérature, on le place comme un des livres de référence de non-fiction. Et elle décrit en fait toute cette découverte avant, quand on ne connaissait pas l'impact des perturbateurs endocriniens, quand on ne connaissait pas encore les notions de santé environnementale, comment on en est arrivé en fait à découvrir ces notions. Et ce qu'ils ont remarqué aux États-Unis, c'est que la population de faucons pèlerins commençait à diminuer jusqu'à approcher l'extinction. Et en étudiant en fait les nids des faucons, les œufs, on s'est rendu compte que la coquille de l'œuf était ultra fine. Donc on les a analysés et dedans on a retrouvé un pesticide qui est le DDT. Et on s'est rendu compte qu'en fait que l'utilisation à outrance de ces pesticides avait un impact sur la faune environnante. Donc ça a été un des premiers facteurs déclenchants de ce questionnement sur la santé environnementale. Et après la publication de son livre aux États-Unis, ils ont créé pour la première fois l'Agence de protection de l'environnement. Et puis il y a eu l'interdiction du DDT, ça a été vraiment un élément fondateur. Autre événement, pour les bateaux, souvent on traite les bateaux avec une peinture qu'on appelle une peinture anti-fouling, donc c'est une peinture biocide qui empêche le développement d'organismes vivants sur la coque des bateaux. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certains gastéropodes femelles se sont masculinisés. Et en fait, en analysant en fait, les peintures et les gastéropodes, on s'est rendu compte que dans la peinture, il y avait du tributylétain et que cette substance avait une action sur le système hormonal, ça inhibait une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et l'aromatase, elle permet de produire des oestrogènes. Et donc, en inhibant cette enzyme, les femelles gastéropodes se masculinisaient. Donc là encore, on a eu un élément qui est en faveur de l'impact de certaines molécules sur l'environnement et sur les organismes vivants. Autre découverte, le déclin des alligators. Pareil, on s'est rendu compte que la population d'alligators dans un État américain, au niveau du lac Apopka, était en chute libre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte mortalité des embryons et très peu de viabilité. Et aussi des anomalies au niveau du pénis des alligators masculins. Et pareil, en analysant la qualité de l'eau, on a retrouvé plusieurs substances qui ont été identifiées comme perturbateurs endocriniens, dicofol, le DDT, le DDE, qui mimaient en fait les œstrogènes en phagocytant les récepteurs de ces hormones. Plus proche de nous, plus proche de la santé humaine, il y a eu la commercialisation du Distilbène, le fameux DES, qu'on utilisait initialement pour prévenir le risque de fausse couche chez les femmes. Et on s'est rendu compte en fait que dans la descendance, ça a eu des impacts assez délétères, avec notamment l'augmentation de l'incidence du cancer du vagin, malformation congénitale de l'utérus, et chez l'homme, des malformations congénitales au niveau de l'organe reproducteur. Donc il a été interdit, depuis il est interdit partout. En France, il a été interdit un peu plus tard qu'ailleurs, parce qu'on a tardé à réagir. Mais voilà, le Distilbène se liait sur les récepteurs des œstrogènes, et ça a eu un impact assez énorme sur la descendance
sur la descendance de ces femmes. Et là, ce qui a été assez marquant, c'est le fait de voir que cet effet, il se reproduisait de génération en génération, c'est-à-dire qu'à la deuxième, troisième génération, on retrouve encore des effets du médicament qui a été pris chez les ascendants. Une autre catastrophe, c'est souvent à l'occasion de catastrophes industrielles ou d'abus de substances qu'on arrive à mettre en évidence en fait, les effets de l'environnement sur la santé, notamment des perturbateurs endocriniens. Au Japon, dans les années 60, 50, 60, une grosse usine qui était un fleuron de l'industrie japonaise rejetait de manière intentionnelle ses déchets de production dans l'eau, donc dans les rivières, et puis ça partait dans l'océan. Puis on s'est rendu compte que les chats de cette ville, où se trouvait cette usine-là, le Shizo, les chats se suicidaient. Littéralement, ils devenaient fous et ils se jetaient à l'eau. Donc là, les gens ont commencé à être interpellés. Ils se sont rendus compte que beaucoup d'enfants qui naissaient présentaient des troubles cognitifs, des troubles physiques, donc type troubles neurologiques, ataxie, difficultés d'élocution. Puis en fait, en se penchant sur le sujet, on s'est rendu compte que les eaux étaient polluées, et notamment en méthylmercure. Ce qui était assez troublant, c'est qu'en fait, les femmes enceintes n'étaient pas malades, mais que les fœtus, eux, l'étaient. Et en fait, on s'est rendu compte que la grossesse jouait un peu le rôle de station d'épuration, c'est-à-dire que tout le méthylmercure qui était absorbé par les femmes enceintes était stocké dans le placenta, stocké dans le foie fœtal, stocké dans le cerveau. Et en fait, les femmes ne présentaient pas de symptômes, mais les enfants en présentaient. Et donc ça a été un énorme drame. Et des milliers de victimes qui ont été indemnisées depuis, mais ça a été une catastrophe industrielle. Le bisphénol A. Donc, le bisphénol A, à l'origine, a été développé pour, pareil, prévenir le risque de fausse couche. Puis, on a fait d'autres applications. On l'utilise maintenant. On l'a utilisé un temps pour rigidifier le plastique, lui donner bonnes propriétés, notamment pour l'intérieur des boîtes de conserve, conserver les aliments. Puis, en fait, en 1996, c'est des chercheurs qui faisaient une expérience sur toute autre chose, hein, qui se rendaient compte que les résultats qu'ils obtenaient n'étaient pas conformes à ce qu'ils attendaient. Donc, ils ont fait des tests, refait des tests, puis ils se sont dit que devait y avoir quelque chose qui parasitait leurs résultats. Donc, ils ont pris le problème à l'envers et ils ont étudié tous les éléments qui étaient en contact avec les molécules qu'ils étaient censés étudier. Puis, ils se sont rendus compte en fait, que dans les plastiques qu'ils utilisaient pour faire leur expérience, il y avait du bisphénol A. Et en retirant ce plastique, en utilisant un autre, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de problème chez les souris mâles et plus d'anomalies sur les organes reproducteurs. Donc, c'est là qu'ils ont découvert en fait, les effets hormonaux du bisphénol A. Et c'était un peu un accident de laboratoire. Donc, depuis, le bisphénol A, il est interdit dans plein d'objets de la vie quotidienne, notamment le biberon et les tickets de caisse. Mais voilà, c'est l'exemple typique aussi de substances qu'on utilise et qu'on interdit ensuite. Le flux de nouvelles substances est tel qu'on n'a pas le temps de tous les étudier, et ça, c'est problématique. Et voilà. Là, je vous ai mis une petite... Avant de parler des cordes, je vous ai mis... puisqu'elle me fait sourire un peu, cette étude, c'est vraiment le cas extrême de l'étude comparative en santé environnementale, où il y a un sujet d'expérience qui est très utile en fait quand on étudie la santé environnementale, c'est d'étudier les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes. Ils ont le même patrimoine génétique. Par contre, ce qui va les différencier, c'est vraiment l'environnement dans lequel ils vont se développer. Et la NASA a eu la bonne idée en fait d'avoir des astronautes jumeaux homozygotes. Et ils ont quasiment eu la même vie, le même entraînement. Ils travaillent tous les deux pour la NASA. Sauf qu'il y en a un qui est parti dans l'espace et l'autre, il est resté sur Terre. Et ils ont fait l'objet d'une étude où ils ont étudié les biomarqueurs, l'expression des gènes, les variables biologiques. Puis on s'en doutait, mais l'astronaute qui est parti dans l'espace a eu des changements au niveau biologique, moléculaire et génétique qui ont pu être mis en évidence, avec une partie de ces effets qui étaient réversibles une fois revenus sur Terre. Mais encore une fois, ça montre bien que l'environnement a un impact énorme sur la santé.
Alors, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens parce que c'est très préoccupant. On a des impacts qui sont visibles. Encore une fois, je rebondis sur ce que disait le docteur Marie-Pierre Allier. La santé environnementale, ça ne se résume pas aux perturbateurs endocriniens, même si c'est très important de le traiter comme sujet. Et je pense que c'est probablement le plus grave. Mais l'environnement, c'est vraiment une sphère globale qui comprend aussi bien les risques toxiques, chimiques, physiques, sociaux, esthétiques, comme le dit la définition de l'OMS. Et il ne faut pas éluder tous ces autres caractéristiques qui constituent la santé environnementale. Donc en France, on a plusieurs études, parce qu'on a, comme je vous montrais un peu avant dans la rétrospective, au début, on a eu beaucoup de données chez les animaux. Chez les animaux, mais les animaux ne sont pas l'homme. Donc, il y a eu des grandes cohortes qui ont été faites un peu partout dans le monde. Je vais vous présenter quelques-unes qui ont été faites en France. Une qui a été faite au Japon, et puis vous parler ensuite de ce qui se fait au niveau international. En France, on a une cohorte qui s'appelle ELF, donc étude longitudinale depuis l'enfance, qui a étudié certains perturbateurs endocriniens, certaines substances qui ont été identifiées comme perturbateurs endocriniens, donc notamment le bisphénol A, les phtalates, les pesticides, les polluants organiques persistants et certains métaux et métalloïdes. Donc c'est une étude qui visait à étudier et connaître le niveau d'imprégnation de la population française et d'analyser et d'évaluer les impacts sur la santé. Donc sur 20 000 enfants, sur 2000 enfants, pardon, nés en 2011 et puis suivis sur une longue durée. Alors, il y a eu une première phase pilote où ils ont voulu étudier l'effet du bisphénol A et des phtalates. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils suivaient donc les femmes enceintes. Ils ont prélevé des biomarqueurs tout au long de la grossesse et de la petite enfance pour essayer de mettre en évidence les taux d'imprégnation. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que le bisphénol A a été détecté dans plus de 90% sous sa forme totale dans les échantillons urinaires. Et pareil, le phtalate dans plus de 95% des échantillons urinaires. Donc, ça montre bien qu'il y a une imprégnation forte de la population française. On y reviendra après. Mais les adultes sont très exposés, les enfants quasiment 2 fois plus, parce qu'ils ont un mode d'interaction avec leur environnement qui fait que, comme ils sont par terre, ils mettent beaucoup de choses dans la bouche, la peau est perméable, ils sont encore plus imprégnés que les adultes. Donc ça a été une première phase pilote qui a pu mettre en évidence ces données. Dans une deuxième phase qui correspond à la première phase de l'étude, qui portait sur les bisphénols A, les phtalates, les pesticides et les polluants organiques persistants, 4145 femmes enceintes et 117 biomarqueurs ont été prélevés. Et là, pareil, on retrouve des taux d'imprégnation qui sont assez importants. Oui, pour le bisphénol A, plus de 70% des femmes sont imprégnées. Les phtalates, on est proche de 100%. Et pour les pesticides, on est à 100%. Pour les périthrinoïdes, c'est ce qu'on a dans les insecticides à domicile, ce qu'on peut mettre sur les plantes ou les prises anti-moustiques. Donc, vous voyez, il y a un taux d'imprégnation qui est quand même assez important. Ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que même si le bisphénol A a été interdit, ça a été substitué par d'autres bisphénols qui, eux, sont mal connus. Ça reste de la famille des bisphénols. On a peu de doute sur le fait que ça puisse avoir des effets qui soient probablement analogues. Tout ce qu'on utilise comme matière plastique, notamment à l'accouchement, ou tout ce qui est produit en fait, qu'on utilise à l'hôpital, les produits médicaux, les perfusettes, etc., tout ça, ça a un impact aussi sur le taux d'imprégnation. Donc, on est imprégné aussi bien à domicile que dans son environnement extérieur, que sur le lieu de l'accouchement ou même sur son milieu professionnel. Et en fait, l'imprégnation, elle est ubiquitaire. Sur une autre phase qui étudie aussi donc les dioxines, furanes, retardateurs de flamme bromés et les perfluorés, vous voyez, c'est pareil, on atteint 100%. Voilà, 100% de pourcentage de femmes imprégnées pour les trois molécules. C'est des taux d'imprégnation. Alors, faites bien la différence entre taux d'imprégnation qui est de 100%. On ne sait pas si ce taux, c'est un taux qui est délétère, faiblement délétère, fortement délétère. Enfin, ces molécules, elles n'ont rien à faire chez les femmes et chez les fœtus. On se doute que ça n'a pas un bon effet sur la santé ou sur le développement. Donc, on est quand même assez consterné par des chiffres qui sont très importants. Étude ELF sur les métaux et les métalloïdes, vous voyez, on retrouve quasiment la même proportion en fait,
d'imprégnation. C'est des imprégnations qui sont très importantes. Ces métaux, on les retrouve un peu partout. Vous voyez, eau en bouteille, tabac, consommation de fruits de mer, les légumes en racines. Donc ça, cette étude, elle a permis de montrer quand même qu'il y avait un taux d'imprégnation de la population française qui était extrêmement important. Voilà. Ça ne dit rien des effets. Ça ne dit rien des effets qui sont très difficiles à mettre en évidence. Le docteur Allier le disait, les perturbateurs endocriniens, ils ont cette particularité d'avoir des effets qui peuvent être présents à faible dose, à forte dose de ne plus avoir d'effet, et puis ils interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'on connaît parfois les effets pour une substance, sauf que dans la vraie vie, ça n'a aucun sens. On est exposé à plusieurs substances, des centaines de substances, et ça, on ne sait pas ce que ça fait. C'est les fameux effets cocktails. Donc voilà, là, c'est vraiment une étude pour montrer l'imprégnation. Une autre étude qui a été réalisée en France, qui est l'étude ESTEBAN, qui est l'acronyme de Études santé sur l'environnement, biosurveillance, activité physique et nutrition, donc, qui a plusieurs volets et qui a notamment eu un volet sur l'imprégnation des perfluorés entre 2014 et 2016. Et là, pareil, sur le niveau d'imprégnation et le dosage en fait, des perfluorés, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré l'interdiction et la diminution de consommation des produits avec des perfluorés, notamment dans le mobilier, il y a toujours imprégnation qui est très... Une autre étude cohorte nationale qui s'appelle Pélagie pour perturbateurs endocriniens, études longitudinales sur les anomalies de la grossesse et l'infertilité enfance, qui a commencé en 2002 et qui va bientôt toucher à son but, parce que le but c'était de pouvoir suivre les enfants jusqu'à l'adolescence, de la grossesse jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 16-18 ans. Donc c'était vraiment de pouvoir évaluer les conséquences des expositions professionnelles ou environnementales pendant la grossesse et l'impact sur l'enfant. Donc là, pareil, ils ont suivi une cohorte de 3421 femmes enceintes du début de la grossesse, donc avant 19 semaines d'aménorrhée, et ils suivent les enfants jusqu'à l'adolescence. Donc c'est toujours en cours, on a les résultats pour la phase grossesse, petite enfance, et puis là on attend les résultats pour l'adolescence. Les consommations qui étaient étudiées, c'était voilà, produits de la mer, solvants, pesticides, sous-produits de chloration de l'eau, retardateurs de flamme bromée. Ce que ça a pu mettre en évidence sur les premiers résultats, donc on est vraiment grossesse, petite enfance, ça c'est la synthèse des résultats, c'est que pour les solvants, on a une augmentation des malformations congénitales. Les solvants, c'est ce qu'on utilise pour diluer, extraire certaines particules. Donc, on retrouve ça chez les esthéticiennes, par exemple, les coiffeuses. Et on sait que dans ces populations, le risque de malformation congénitale, il est quasiment multiplié par 2,5 par rapport à la population générale. Donc, avec les solvants, pareil, une augmentation de l'hyperactivité, déficit de l'attention. Pour les couples qui sont dans un parcours de conception, un délai nécessaire qui est augmenté pour concevoir, des risques liés à l'asthme. Alors, il y a marqué augmentation du risque de sifflement. C'est des sifflements précurseurs de maladies asthmatiques. Pour les pesticides, donc des poids de naissance qui sont diminués, un risque de retard de croissance in utero avec des petits périmètres crâniens, donc plutôt un risque de retard harmonieux. Pour les retardateurs de flamme bromée, possible risque de retard de croissance. Coquillages et crustacés, pareil, augmentation du risque de croissance. Une grossesse qui est un peu plus courte. Enfin, vous voyez, sur les premiers résultats, sur une cohorte assez importante qui a été suivie, on arrive à mettre en évidence quand même des effets qui sont délétères sur la santé, le développement de la grossesse, puis le devenir de l'enfant. Au Japon, j'ai pris l'exemple du Japon, mais il y a d'autres pays. Au Japon, ils ont aussi une cohorte nationale pour étudier l'impact de l'environnement sur la santé, donc qui a commencé depuis 2011 et qui ira jusqu'à 2027. Le but est de suivre 100 000 couples mère-enfant sur les 15 régions du Japon. On n'a pas encore les résultats, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'un peu partout sur la planète, on réalise des études. Et une initiative qui est assez intéressante, c'est que la plupart des pays qui réalisent ce genre d'études se sont réunis dans un groupe international de la cohorte de naissance pour mettre en commun leurs résultats, harmoniser les méthodes d'exposition, l'évaluation des expositions, les résultats, et puis faire ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est de mettre tout en commun pour que la puissance statistique soit plus forte et pouvoir comparer un peu les différentes données en fonction des états. Donc ça fait partie des initiatives qui sont assez réjouissantes. C'est pour vous montrer que voilà, depuis
la mise en évidence sur les faucons pèlerins jusqu'à aujourd'hui, il y a eu vraiment une avancée, une prise de conscience. Ça bouge. Moi, je l'ai vu pendant mes études. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on ne parlait pas de santé environnementale. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une thèse en santé environnementale. Il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. C'est assez réjouissant. Il y a beaucoup de travail. Et j'espère que vous en ferez partie. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Nocard, pour votre intervention. On reviendra certainement vers vous avec des questions qui commencent à se poser. Donc, n'hésitez pas à continuer à écrire vos questions. On reviendra vers vous. Est-ce que j'ai respecté les 20 minutes? Vous êtes vraiment pas mal, Monsieur Nocard, dans le temps. On reviendra vers Madame Allier, de toute façon, sur les perspectives. Ça fait partie des questions qui lui seront posées. Le temps que Guillaume Reis, qui est notre chargé de communication, installe l'enregistrement que nous a fourni Madame Filiosa, qui est la vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours, que je vous laisse visionner pour un quart d'heure. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Isabelle Filiosa, je suis psychothérapeute, écrivaine et spécialisée dans les intelligences émotionnelles et relationnelles et puis dans la parentalité. J'ai été vice-présidente de la commission des 1000 jours installée l'an dernier par le président de la République. Notre commission a débuté ses travaux en septembre 2019 pour les clôturer fin janvier 2020, date à partir de laquelle nous avons rédigé notre rapport. En raison du confinement du printemps, nous ne l'avons remis à Adrien Taquet qu'en septembre 2020. Nous étions 18 experts sous la présidence de Boris Cyrulnik, des pédiatres, pédopsychiatres, chercheurs, médecins généralistes, sages-femmes, psychologues. Et donc nous avons croisé nos informations, partagé nos sciences et notre expertise de terrain et auditionné énormément de monde pour proposer un nouveau regard sur nos enfants et sur la santé de tous. Pourquoi 1000 jours? Ces jours-ci, un virus fait le buzz et occupe toutes nos conversations. Il y a des maladies virales, des maladies infectieuses, ce sont des maladies qui se transmettent. Quoique tout le monde ne les attrape pas. Et différents facteurs comme la génétique, l'épigénétique, l'état du système immunitaire, bref, le terrain joue son rôle. Mais en dehors de ces maladies transmissibles, il y a aussi des maladies non transmissibles. Or, ces dernières explosent. Le nombre de cancers, de troubles métaboliques, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, mais aussi des maladies qu'on croyait seulement psychiques, comme par exemple la dépression. Bref, tout cela augmente. Chez les enfants, tout le monde peut constater que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils se concentrent difficilement, ils sont plus impulsifs, hyperactifs ou tout mous. On voit une augmentation des troubles neurodéveloppementaux, de l'autisme. On voit aussi une augmentation de la myopie, des défauts de convergence oculaire, des troubles étranges tels que des défauts d'équilibre ou de coordination motrice, visuo-motrice, une hypersensibilité sensorielle, des difficultés d'intégration sensorielle, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des retards dans la pensée logique. On voit une perte de 25% des capacités cardiaques, une diminution des capacités physiques, un effondrement du tonus musculaire, voilà. Et bien sûr, des crises de rage à la moindre frustration, qu'ils aient 2 ans ou 10, voire 14. Que se passe-t-il? Les épidémiologistes ont mené l'enquête et ont abouti à la mise en évidence du rôle de l'environnement dans les premiers temps de la vie. Les découvertes de l'épigénétique ont bouleversé notre vision de la santé et de la maladie. Avant, on pensait que la génétique déterminait nombre de choses. L'épigénétique est l'étude des mécanismes qui entourent les gènes et qui modifient l'expression de ces gènes. Le débat inné ou acquis est clos. Les gènes sont modulés par l'environnement.
Tout cela a abouti à un concept, le DOHAD, Developmental Origin of Health and Adult Disease, l'origine développementale de la santé et des maladies adultes. Eh oui, les causes de toutes ces maladies non transmissibles, les causes des maladies qui se développent à 50 ans, peuvent se situer en période périnatale. Il s'agit alors de repérer les facteurs de risque et les facteurs de protection, faire de la prévention et préparer un avenir meilleur. C'était l'idée de notre rapport. De nombreuses études ont montré que les 1000 premiers jours formaient une fenêtre de vulnérabilité et donc de possibilités de prévention. 1000 jours, c'est un concept, hein. Ça va du 4e mois à 2 ans, mais nous savons que l'environnement de la mère et même celui du père avant la conception ont un impact sur le développement du fœtus, puis du bébé, de l'enfant. Donc, certaines de nos recommandations concernent l'anténatal et s'étendent jusqu'aux 3 ans de l'enfant, l'entrée à l'école. Parmi les facteurs de risque environnementaux, puisque c'est le sujet de la journée, la Commission a relevé, bien sûr, les perturbateurs endocriniens. Quand on trouve 163 produits chimiques dans les tissus d'un nourrisson, on peut comprendre qu'il n'est pas toujours un développement normal. Le professeur Storm nous a présenté le travail qu'il a fait au CHRU de Lille, hein, le premier hôpital sans perturbateurs endocriniens. Ils se sont rendus compte que les tubulures avec lesquelles ils intubaient les prématurés libéraient des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, ils ont travaillé à ce qu'il n'y ait plus de perturbateurs endocriniens dans l'ensemble de la maternité, dans l'ensemble de l'hôpital. Ils ont travaillé jusque les sols. C'est très important d'être attentif à tout ce qui nous entoure. Il y a bien sûr l'alcool. L'alcool, on en parle, on le sait, mais c'est pas si évident que ça. Il y a encore aujourd'hui nombre de gens qui ne mesurent pas l'impact de l'alcool sur le cerveau d'un fœtus, sur le cerveau d'un tout petit enfant, sur le cerveau même d'un plus grand enfant et voire d'un adulte. Il y a le bruit. Et donc, pareil, nous proposons des normes pour les fabricants de jouets qui indiquent le niveau de bruit. Évidemment, avec une échelle aussi de pertinence cognitive, mais le niveau de bruit. Il y a aujourd'hui des jouets qui font plus de bruit que ce qui est tolérable dans une entreprise. Donc, nous avons des niveaux de protection pour les adultes. Il est nécessaire de mesurer que les oreilles d'un enfant sont encore plus vulnérables. Et les oreilles, c'est aussi tout le système auditif et ça impacte aussi les capacités sensorielles. Et donc, en cas de difficulté sensorielle, ça peut être encore plus perturbant lorsque le niveau de bruit est trop élevé. Il est extrêmement important de diminuer le bruit autour des bébés tout au long de cette période des 1000 premiers jours. Il y a aussi les facteurs des écrans, l'exposition directe et l'exposition des parents. Donc, l'exposition aux écrans, nous en parlons dans le rapport. Les écrans, c'est important que les parents sachent que les écrans ne permettent pas d'enseigner des choses aux enfants. Sur un écran, l'enfant voit, si quelqu'un leur parle, leur explique quelque chose, cherche à leur enseigner une langue, par exemple, eh bien, ça ne va pas fonctionner de la même manière que si une vraie personne, là, leur parle et enseigne. En fait, à travers un écran, les choses sont complètement différentes et on n'apprend pas de la même manière. Les enfants ont besoin d'interaction humaine. Interaction humaine, c'est ça aussi le problème des écrans, c'est que les parents sont sur leurs écrans et du coup, lorsque les parents sont sur leurs écrans, ça diminue notablement les interactions avec les enfants. Et là aussi, du coup, ça pose problème. Donc, les écrans posent souci par rapport aux quantités d'interaction, mais aussi sur l'exposition à la lumière bleue qui abîme le sommeil et puis la dynamique des images qui est trop rapide, la lumière. Un autre facteur, c'est le manque de nature. Nos enfants aujourd'hui
ne sont pas exposés à suffisamment de nature. La nature, c'est des lumières, des sons, c'est une ambiance qui ressource. Et puis la nature, c'est à l'extérieur et nos enfants manquent notablement d'extérieur. La myopie notamment est vraiment liée, les études le montrent, à un manque de présence à l'extérieur, d'exposition à la lumière du jour. L'environnement, ce sont aussi les parents, la structure d'accueil, la qualité des attachements que l'enfant peut tisser, la culture, le nombre de mots auxquels on est exposé, les possibilités de se mouvoir librement, de pouvoir explorer et évidemment le style de parentalité. Les violences éducatives ordinaires, les gifles, les fessées, les punitions, tout ce qui fait honte, peur à un petit, abîme son cerveau et altère ses capacités de régulation émotionnelle. Les violences conjugales ont aussi un impact délétère sur le cerveau. Chacun de ces facteurs intervient plus ou moins selon le moment du développement. Mais il est évident que lorsque le stress envahit un cerveau en train de se construire, en train de tisser ses réseaux neuronaux, ça ne peut que provoquer des problèmes. Ainsi, par exemple, il a été démontré que la violence conjugale pendant la grossesse avait des conséquences durables sur le cerveau de l'enfant à venir. Ces constats doivent irriguer une politique d'information et de soutien des parents et des professionnels. Vous voyez combien toutes ces dimensions environnementales, psychologiques interagissent. Le rapport propose un parcours pour les parents qui commence avant la conception. Donc, on s'est intéressé à comment accompagner les parents depuis et finalement, puisque avant la conception, ça joue déjà un rôle, un entretien préconceptionnel peut permettre à des parents de savoir, par exemple, qu'on n'achète pas une voiture neuve dès qu'on va avoir un bébé, parce que les perturbateurs endocriniens présents dans la voiture risquent de poser problème. On peut profiter de ce moment pour déjà fournir des informations aux parents sur comment avoir un organisme en bonne santé pour concevoir un bébé en bonne santé et commencer déjà à donner quelques informations sur ce qui va se passer pendant la grossesse. Il y a bien sûr l'EPP, l'entretien prénatal précoce, et donc au cours de cet EPP, on va bien sûr écouter les parents, les accompagner, et on a aussi prévu de fournir à ce moment-là des éléments d'information sur les phénomènes, les facteurs environnementaux qui sont à prendre en compte pour protéger le fœtus. Dès ce moment-là, un référent parcours va accompagner les parents parce que, eh bien, c'est pas commode quand on doit aller par-ci, par-là, rencontrer l'un ou l'autre, etc. C'est utile d'avoir une personne référente à qui on peut rebasculer toutes les questions. Une fois que les parents, la maman a accouché, que le bébé est né, on propose de permettre à chaque parent de faire partie d'un groupe de parents, comme ça se fait en Australie, comme ça se fait dans plusieurs pays, et donc un groupe de parents qui se retrouverait une fois par semaine pour échanger des informations sur la parentalité, mais aussi échanger des informations et recevoir des informations sur les différents risques environnementaux. Nous aimerions voir la naissance de maisons que nous avons appelées des maisons des 1000 jours. Dans ces maisons, il y aurait des informations, des expositions, des vidéos. On prévoit aussi une hotline, une appli, un carnet de santé. Dans ces maisons, il y aurait un accueil des jeunes enfants et au cours de cet accueil, on pourrait faire des groupes qui permettraient aux médecins, aux pédiatres, aux pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, orthoptistes, toutes ces personnes qui pourraient regarder l'enfant vivre avec ses congénères, avec les parents et pouvoir poser de meilleurs diagnostics
étudier véritablement ce qui se passe pour les enfants et donc proposer quelque chose de plus intégré. En fait, nous avons aussi beaucoup travaillé et insisté dans le rapport sur la nécessité de l'interpénétration des différentes disciplines. L'interdisciplinarité, la transdisciplinarité sont vraiment à développer. Donc, au sein de ces maisons des 1000 jours, il y aurait de l'information coordonnée. C'est très important que tous les parents, tous les professionnels autour des parents, toutes les personnes qui s'occupent des enfants soient exposées aux mêmes informations sur la santé, sur les risques environnementaux, sur les facteurs de risque et sur les facteurs de protection. On a vraiment insisté dans le rapport sur l'équilibre entre facteurs de risque et facteurs de protection. On a aussi fait tout un chapitre sur les congés, puisque c'est nécessaire de pouvoir avoir du temps pour s'occuper de ses enfants, mais c'est important qu'on s'occupe de ses enfants sans être dans la solitude, et donc les maisons des 1000 jours permettent d'être ensemble et de recevoir suffisamment d'informations et de communiquer. Nous faisons aussi des recommandations sur l'accueil, et c'est important de mettre le focus sur la qualité plutôt que sur la quantité. Nous voulons que on puisse accueillir les enfants dans des endroits non toxiques. Ça paraît le minimum, mais pour l'instant, par exemple, les normes non-feu qui sont impératives pour le mobilier de crèche, eh bien, il se trouve qu'il y a souvent des perturbateurs endocriniens dedans, et donc il y a une grosse réflexion à faire. Nous avons aussi à réfléchir au bruit ambiant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte pour l'instant. Et puis, bien sûr, l'espace. Nous recommandons 7 mètres carrés minimum par enfant et puis un accès à l'extérieur. On a besoin d'un extérieur. Les enjeux, donc, c'est plus de recherche fondamentale, de recherche active, de recherche sur le terrain. Il faudrait pouvoir mener des cohortes sur de longues périodes, étudier les enfants de manière longitudinale depuis ce tout début de la vie jusqu'à l'âge adulte, parce que un certain nombre de choses n'apparaissent que à l'âge adulte. Et puis, vous l'avez compris, eh bien, pour mettre tout cela en place, il est nécessaire d'insister beaucoup sur la formation, de former tous les professionnels à un socle commun sur le développement de l'enfant, sur les besoins essentiels de l'enfant et sur les facteurs de risque, les facteurs environnementaux qui risquent d'altérer ce développement. Nous insistons sur la transdisciplinarité, quelques métiers que je pratique, quelle que soit ma position, il est nécessaire que j'ai connaissance des différents facteurs environnementaux qui risquent de poser souci dans telle ou telle discipline. Nous avons aussi besoin de rentrer davantage dans une culture de l'évaluation. Pas facile en France parce qu'on a toujours cette peur du jugement. La peur du jugement nous fait vouloir « Oh non, l'évaluation, oh non, surtout pas, je veux pas être évalué ». Mais en réalité, c'est nécessaire de pouvoir évaluer nos pratiques, de pouvoir mesurer. Est-ce que ce que nous faisons atteint la cible? Tout un travail. Après cette vidéo, cet enregistrement de Mme Filiosa, je reprends la main puisque on va pouvoir se diriger peut-être vers les questions qui ont été posées tout au long des interventions. Peut-être que pour commencer, Madame Allier, pour reprendre un peu ce que disait Madame Filiosa sur les perspectives, peut-être qu'on peut faire le pont avec votre diapositive et pour parler un peu des perspectives en Occitanie, en partant un peu des actions qui sont déjà menées, et puis après on reviendra sur des questions qui ont été posées sur les substances et notamment beaucoup de questions sur notre période de Covid. Oui, effectivement. Donc, j'ai parlé tout à l'heure principalement des actions qui étaient menées dans le cadre du programme régional santé-environnement et qui sont beaucoup tournées sur la formation, l'accompagnement
des professionnels, que ce soit les professionnels de santé ou les professionnels de la petite enfance, et l'aide à éliminer, hein, quand c'est possible, les produits qui auraient des effets toxiques pour la santé, là où se trouvent les femmes enceintes et les jeunes enfants, puisque c'est cette période cruciale. Bon, par ailleurs, il y a dans le plan régional santé-environnement tout un tas de mesures, hein, qui sont plus classiques en santé environnementale et qui visent à faire diminuer le niveau d'exposition aux polluants dans tous les milieux qui nous entourent. Donc, j'ai parlé de ça, mais je voulais aussi insister sur les actions menées en Occitanie, parce qu'elles sont quand même diverses et variées, et elles viennent de différents publics. Les collectivités locales en particulier, ou locaux régionales, hein, puisque il y a des projets sur lesquels la région Occitanie est en train de se mobiliser. Elle a développé, la région Occitanie, un plan d'action pour un territoire sans perturbateur endocrinien. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a lancé conjointement, région et ARS, un appel à manifestation d'intérêt pour la formation des éducateurs, des futurs professionnels en travail social. Il y a aussi au niveau de la métropole de Montpellier, sur lequel la métropole, avec Atmo Occitanie, a un programme de surveillance de la pollution atmosphérique, et enfin des collectivités, des départements, hein, qui ont inclus dans leur plan départemental, comme dans le Tarn, des actions de prévention et de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc on voit que c'est quand même tout, ces initiatives, elles viennent de partout, hein, de différents décideurs, de différentes professionnels, de différentes structures, et que du coup, il y a voilà, c'est un terreau fertile pour l'avenir. Et donc, c'est là-dessus que je voulais tout à l'heure terminer, c'est qu'il y a une dynamique régionale qui est en développement, comme je viens de le dire. On va avoir là maintenant les concertations. Il y a le nouveau plan national santé-environnement est soumis à consultation publique. Donc là, il y a possibilité d'intervention, mais ça, c'est sur le plan national. Et ensuite, au niveau de chaque région, le plan régional santé-environnement sera développé, sera articulé. Et c'est des temps de débat, de rencontres, qui vont être importants pour déterminer ensemble vers où on va mettre des priorités, où aussi on va également investir. Et puis on voit bien que les associations, les professionnels sont de plus en plus impliqués et investis pour mener des projets concrets de terrain. Donc les priorités pour les années qui viennent, hein, pour nous, et puis également la façon de se décliner avec les orientations nationales, c'est toujours d'aller vers les populations les plus exposées et les plus vulnérables. Et là, sur la périnatalité, vraiment, on est sur une fenêtre de vulnérabilité importante. Axé vraiment sur l'information, la formation des citoyens, des parents, des professionnels. Et puis, aller de plus en plus vers une territorialisation des actions en santé. Et territorialisation, ça veut dire qu'on met tous les acteurs, quelle que soit l'endroit d'où ils viennent, ensemble pour mener des projets. Merci beaucoup, Madame Ali. On voit bien les passerelles, les ponts entre la commission et le rapport des 1000 premiers jours et les perspectives en Occitanie. Je rebondis sur ce que disait le docteur Marie-Pierre Allier. Ce qu'elle vous raconte, c'est vraiment effectif, parce qu'avec le soutien de l'ARS et de la région, un programme qu'on a avec des confrères et qui vous sera présenté dans une autre session, on va accompagner des travailleurs sociaux, on va sensibiliser des maternités. Et là, après la conférence, je vais au centre hospitalier de Tarbes, parce qu'on a encore eu confirmation qu'on va pouvoir construire une chambre pédagogique au sein de la maternité. Vous voyez, c'est vraiment des actions qui se mettent en place et qui sont soutenues. C'est très important de pouvoir le mutualiser et pouvoir en discuter tous ensemble. Oui, tout à fait, merci. Mais peut-être pour rester avec vous, Monsieur Nocard, une question avait été posée en amont, donc par les professionnels de la périnatalité, et une qui abordait ce que vous avez aussi présenté, c'est-à-dire les perfluorés, et cette personne qui souhaitait savoir, finalement, est-ce qu'on connaît véritablement les impacts de ces perfluorés? Est-ce qu'il existe des études qui nous montrent ces résultats? Sur les perfluorés, oui, et puis sur plein de substances. Ce qu'il faut surtout retenir, en fait, plus que les effets d'une molécule sur l'organisme, dans la réalité, il n'y a jamais une seule molécule qui agit. Il faut vraiment
c'est pratique pour se dire telle molécule va avoir tel effet et on veut diminuer le risque. Dans la réalité, c'est totalement différent. On est exposé à une multitude de substances. C'est ce qui provoque l'effet cocktail. Et les démarches de prévention, elles ne sont jamais centrées uniquement sur une molécule. Il faut agir. J'ai vu qu'il y avait une question qui est passée sur le principe de précaution. Bien entendu, le principe de précaution, il s'applique même si les données pour certaines substances ne sont pas très probantes. Il ne faut pas attendre d'avoir le résultat montré chez l'humain pour commencer à agir. Donc, des informations, on en a et je vous avais préparé une petite liste. Ce qui ressort vraiment, c'est l'impact des substances sur la reproduction humaine. Il y a vraiment une diminution de la fertilité, une diminution de la qualité du sperme chez l'homme, et ça, c'est vraiment contemporain avec la révolution industrielle. Chez la femme, il y a vraiment des impacts qui sont montrés très forts sur la puberté précoce, le syndrome des ovaires polykystiques. Là-dessus, pareil, on le voit, moi je le vois de manière très empirique en consultation, mais ça a été prouvé aussi dans des plus grosses études. Il y a vraiment un effet chez la femme sur la puberté précoce. Sur le fœtus, les effets qui sont montrés, qui sont probants, c'est les troubles du développement avec le risque de naissance prématurée, les petits poids à la naissance, et un peu plus tard, à l'âge adulte, c'est des enfants qui font du diabète ou de l'obésité. Et bien sûr, les perturbateurs endocriniens, ils ont un effet démontré aussi sur tous les cancers qui sont hormonodépendants, donc cancer du sein, de l'utérus, ovaire, testicules, prostate. Là, les données, elles sont assez probantes. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir non plus la preuve scientifique sur une molécule pour commencer à agir. Je pense qu'il faut appliquer ce principe de précaution et essayer de faire au mieux sur les différentes substances. Merci beaucoup. Alors, vous avez répondu à la question sur le principe de précaution. On va pouvoir poursuivre sur une autre. Pour rester, vous parliez des troubles du spectre autistique, qui est une question qui a circulé dans le chat. Et in fine, c'était pour savoir quelles substances étaient responsables de ces troubles. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que c'est aussi l'effet cocktail qui fait qu'on n'a pas toutes les réponses à apporter à cette question? Il y a quelques années, j'ai participé, de manière très modeste, participé à un peu le lancement d'un documentaire qui s'appelle Demain tous crétins, que je vous invite à regarder, qu'on peut retrouver facilement sur Internet, et qui partait du principe, en partant d'une cohorte finlandaise, où les jeunes adolescents, en faisant leur service militaire obligatoire, c'est le même test cognitif qui est réalisé depuis des décennies. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une performance à ces tests qui était en chute libre. Ils sont partis du principe pourquoi, avec l'évolution de la société, la modernisation, les jeunes réussissaient moins bien ce test. Donc, ils sont partis du principe que les perturbateurs endocriniens, la pollution chimique pouvaient avoir un impact sur les performances cognitives. Et dans ce reportage, vous verrez, il faut garder un avis critique dessus, mais dans certaines zones qui sont très exposées aux États-Unis, où on répand du pesticide, où on a des travailleurs qui sont dans les champs, et où il y a une très belle étude qui a été menée sur une cohorte de femmes enceintes multi-exposées, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une explosion du syndrome autistique aux États-Unis sur les quelques années qui viennent de s'écouler. Je crois qu'ils sont à plus 500% de syndrome autistique dépisté. Alors, il y a une part qui est liée à un meilleur dépistage, mais les experts vous expliquent très bien que même avec un meilleur dépistage, on ne peut pas arriver à des telles explosions de chiffres de syndrome autistique. Donc, il y a une corrélation avec les perturbateurs endocriniens. Vous dire lequel, ce n'est pas ma spécialité, je ne sais pas. Je vous invite à regarder ce reportage et puis aller creuser le sujet. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on a eu des questions, alors je les ai un petit peu regroupées au regard de la période qu'on vit. Actuellement, avec le Covid, il y a des questions qui sont posées sur les produits peut-être utilisés d'autant plus systématiquement dans les écoles. Donc, est-ce que les enfants sont surexposés au final avec les produits comme la Javel, puisque c'est des choses qui ont été avancées, des produits sur la solution aussi hydroalcoolique utilisés à l'école? Est-ce qu'on peut considérer que les enfants sont surexposés? Est-ce qu'on peut déjà penser, imaginer qu'il va y avoir des impacts? Est-ce que vous avez quelques pistes de réponse? J'ai des pistes, je n'ai pas l'information scientifique. Est-ce qu'ils sont surexposés? Oui, clairement, puisqu'ils utilisent plus de produits. Et il
y a un enjeu sanitaire. Après, il faut le mettre en balance aussi sur le risque qu'une épidémie devienne non maîtrisable. Et quand on réfléchit à toutes ces substances, on se dit il y a toujours une balance bénéfice-risque. Il y a des produits dont on a besoin parce que le risque serait plus grand si on ne les utilisait pas. Et puis, il y a des produits qui sont totalement inutiles et dont on pourrait facilement se passer. Alors, est-ce qu'on utilise trop ou pas assez? Je pense que ça dépend beaucoup des protocoles qui sont mis en place. Je pense que dans la mesure du possible, j'ai vu passer en effet des questions sur le gel hydroalcoolique. Dans la mesure du possible, par exemple, quand on est une femme enceinte, mieux vaut se laver les mains avec du savon, prendre le temps de se laver les mains quand c'est possible, et puis ponctuellement, quand on n'a pas d'autre solution, utiliser du gel hydroalcoolique. Le passage de l'alcool extrêmement faible, voire quasi nul. Et en effet, je voyais aussi passer le travail qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine. J'ai vu un message d'Anne-Sophie Moussa. Tous les gels hydroalcooliques ne se valent pas, en fait. Je sais que j'ai vu passer des gels hydroalcooliques qui ont du parfum, qui ont parfois une texture plus crémeuse. Je pense qu'on ne peut pas tous les comparer et le mettre dans le même lot. Alors, encore une fois, il faudrait pouvoir se plonger dans les étiquettes de chaque gel hydroalcoolique. Et je pense que le travail qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine nous donnera des réponses. Oui, merci. Je suis en train de reprendre. Il y a quelques questions qui se sont rajoutées. Et une pour Madame Hayé, une personne qui se demande pourquoi un tel écart entre la connaissance des produits et l'interdiction d'usage par les industries. Oui, merci. Je voulais rajouter un point sur les questions liées au Covid. Effectivement, le bénéfice, la balance bénéfice-risque, elle est importante à prendre en compte. Mais il faut aussi, ce qui est aussi important, c'est de bien respecter les produits, leur usage, leur dosage. Parce que ce qu'on constate souvent quand même, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des produits. Et donc, ça fait partie des enjeux aussi de formation et de formation. Et puis, sur la qualité de l'air intérieur, l'aération, c'est quand même extrêmement important que toutes ces structures soient bien aérées et ventilées pour éviter que ces produits restent présents dans l'atmosphère à l'intérieur. Alors, sur cette question du décalage entre ce qu'on sait et la mise en œuvre, d'abord, il faut savoir que ce qu'on sait, il faut que les dossiers soient bien étayés et qu'on n'a pas forcément accès à toutes les informations pour savoir quels sont les produits qui vont être disponibles et l'interdiction par les industriels. Quand on voit le bisphénol, la longueur, la difficulté d'intervention sur le bisphénol A, et le temps qu'il a fallu, l'appropriation par les politiques, parce qu'il faut faire des textes, il faut faire des lois, il faut faire des règlements. Une fois qu'on a ces informations-là pour les mettre en œuvre, on comprend bien que les résistances aussi sont importantes et qu'on est aussi face à des enjeux économiques qui rendent parfois les interdictions difficiles, mais ça progresse. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'informations disponibles, et disponibles non seulement qui existent, mais aussi qui soient rendues disponibles pour que tout le monde puisse y avoir accès et du coup améliorer la connaissance et la recherche sur ces sujets-là, et puis aussi permettre d'agir éventuellement pour les collectifs citoyens, pour les politiques. Merci beaucoup, Madame Allier. Je voulais revenir, peut-être, quelqu'un a lancé la conversation et des questions toujours dans le contexte du Covid-19 ou de la Covid-19, mais plutôt sur un environnement en confinement, manque de, ce que disait Madame Figliosia, sur le manque d'aération, le confinement, des enfants qui vont peut-être moins aller prendre l'air, rencontrer, avoir un réseau social. Et ça aussi, c'est de la santé-environnement. Peut-être qu'au niveau politique public, il y a des ponts à faire entre, je ne sais pas, politique publique en santé mentale. Est-ce que peut-être en Occitanie, il y a des choses aussi qui peuvent se dérouler pour prendre soin de ces enfants? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans le contexte actuel que nous vivons, le fait que tous les individus, et y compris les jeunes enfants soient confinés à domicile, crée à la fois des risques, mettre en avant des risques environnementaux qu'on va connaître, on parlait de l'aération tout à l'heure, mais des troubles aussi sur le plan psychique liés à l'enfermement.
Et c'est important d'avoir une approche qui soit holistique. Mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va chercher à développer, c'est pas de se dire chacun agit dans son couloir et sur un thème. Et je pense que les journées telles qu'elles sont menées aujourd'hui, avec cette année, on parle de la santé environnement, mais on voit bien que cela s'intègre dans une approche collective de cette période-là, et comment faire qu'à cette période-là, l'ensemble des stress soit pris en charge par chacun. Et donc, en termes, je veux dire, un petit peu institutionnels, si vous voulez, la journée telle qu'elle est organisée aujourd'hui et dans le cadre que vous avez organisé et avec l'habitude que vous avez d'organiser ces journées-là, on voit bien que c'est en intégrant toutes ces dimensions qu'on va contribuer à améliorer la santé des enfants et des individus à venir. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Je vois que l'heure approche. Donc, ce qu'on peut peut-être vous dire, Monsieur Nocard. Oui, j'ai juste un commentaire parce que je vois que l'heure approche et je Oui. pense que pour les participants, c'est important. Vous avez eu 2 définitions du concept des 1000 jours. Le docteur Marie-Pierre Allier vous a donné une définition qui va de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant et Madame Filiosa vous a donné une définition qui va du 4e mois jusqu'à un peu plus des 2 ans de l'enfant. Il y a vraiment une différence entre ce que dit la science et ce qu'a choisi de dire le gouvernement, qui intentionnellement n'a pas voulu inclure les 4 premiers mois de la grossesse dedans. À mon sens, un peu dommage, parce qu'on sait très bien que les perturbateurs endocriniens, ils vont avoir un impact très fort en début de grossesse, et cette partie a été éludée pour des considérations éthiques, pour ne pas laisser trop d'emprise au lobby anti-IVG. Donc, le concept des 1000 jours ne commence pas au 4e mois, il commence au début de la grossesse, et c'est important d'agir dès le début de la grossesse. Vous ne le retrouverez pas dans le document du gouvernement, c'est à prendre en compte. Voilà, c'était mon petit commentaire de râleur. Mais écoutez, au moins, ça permet effectivement d'entendre le pourquoi des 2 définitions. Donc, je crois que c'était effectivement important. Je rajouterais même que c'est peut-être encore aussi important de voir les couples avant la conception. C'est pour ça qu'il y a des consultations préconceptionnelles qu'il faut multiplier. Et ça fait partie aussi des recommandations de la commission. Une consultation qui existe depuis longtemps. Il est 14h30. Alors, même si j'ai oublié de reprendre quelques questions, sachez que tout est enregistré, qu'on va pouvoir répondre à vos questions en direct, qui seront inscrits sur la page web du site du DRAPS. Donc, vous pourrez retrouver les réponses qui seront apportées secondairement. On va se séparer d'ici quelques instants. Sachez que demain, un autre webinaire se déroule aux mêmes heures, 13h, 14h30, dont le thème seront les impacts de l'environnement sur les 1000 jours. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à ce webinaire. Sachez que vous retrouvez aussi sur la page web du DRAPS les vidéos, les replays de ces webinaires, le site. J'ai vu que Marie et Guillaume vous l'ont marqué tout au long du webinaire. Vous pourrez aussi télécharger le dossier de connaissances qu'a réalisé la documentaliste du CREA-IEORES et qui est vraiment très, très riche en connaissances, et bien d'autres ressources documentaires, le rapport de la commission des 10 000 premiers jours, etc. Donc, je crois qu'on va pouvoir se séparer et vous souhaiter une très, très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé encore. Merci, Madame Allier, Monsieur Nocard. Et on remerciera encore Madame Filiosa. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.